بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, on va entamer la leçon des PID, le diagnostic des PID, c'est-à-dire les pneumonies, les pneumopathies interstitielles diffuses. La définition anatomopathologique, c'est une infiltration de l'interstitium pulmonaire par des cellules inflammatoires ou tumorales, par un œdème ou du collagène, infiltration fibreuse, ainsi que l'infiltration des espaces aériens, distaux et petits vaisseaux. Sa clinique elle est variable. Elle peut être d'installation aiguë inférieure de semaine, subaiguë ou chronique. Elle peut être de découverte fortuite par radiologie. Ces signes fonctionnels sont non spécifiques, qui sont la toux et la dyspnée. Elle a aussi des signes extra-respiratoires, qui sont l'hypocratisme digital. Elle peut présenter un tableau de détresse respiratoire, représenté par la dyspnée aiguë, les signes de gravité immédiats, et aussi une atteinte pulmonaire isolée et où elle peut être systémique. L'évolution des PID elle peut être plus ou moins fibrosante ou plus ou moins progressive. L'imagerie, c'est par TDM thoracique le plus souvent, l'examen de référence. Il va montrer des opacités parenchymateuses diffuses, non systématisées et bilatérales. Retenez bien, non systématisées et bilatérales, avec syndrome fonctionnel respiratoire qui est représenté par une diminution de la diffusion et un déficit respiratoire restrictif. Le diagnostic des PID, c'est par l'imagerie de TTM. Les étiologies sont environ 200 affections. L'approche diagnostique repose sur le mode de présentation et la TDM, et le traitement et le pronostic selon l'étiologie. On a les exemples de PHS, pneumonie d'hypersensibilité, et pneumonie organisée. Ils ont un bon pronostic. Par contre, la fibrose pulmonaire idiopathique, elle a un mauvais pronostic. Son diagnostic radiologique repose sur un syndrome interstitiel ou alvéolo-interstitiel. Le plus souvent, il est non systématisé. Des micronodules inférieurs à 3 mm ou nodules de 3 à 30 mm. Aussi, on peut voir des réticulations ou un aspect en verre dépoli qui représente une augmentation de la densité parenchymateuse, n'effaçant pas la trame vasculaire. C'est un sujet de science, cette question. Aussi, on trouve des condensations, des images kystiques, et 10%, on va trouver des radios normales. La TDM, qui est l'examen de référence pour le parenchyme pulmonaire ou l'interstitium, et aussi le médiastin. Son intérêt, c'est le diagnostic de PID, l'orientation étiologique et aussi le suivi évolutif. On peut trouver aussi des adénopathies, des lésions pleurales dans ce type de maladie. L'interrogatoire, il va concerner l'âge. S'il est entre 20 et 40 ans, on va se douter d'une tuberculose, d'une sarcoïdose ou d'une maladie de système. Au-delà de 50 ans, on va se douter de cardiopathie, de tuberculose, fibrose pulmonaire idiopathique ou pneumoconiose. Les antécédents médicaux et les chirurgicaux, ça concerne les cardiopathies, maladies du système, immunodépression, animaux domestiques. Les facteurs de risque, ce sont cardiovasculaires, le tabagisme, le comptage tuberculeux, les drogues pneumotoxiques. Les autres questions de l'interrogatoire reposent sur l'exposition environnementale, professionnelle ou domestique. Les agents de pneumoconiose, comme l'amiante et la silice, les agents organiques d'origine animale, éleveurs d'oiseaux, aussi bactériennes, comme les actinomycètes du poumon de fermier, ou les gaz toxiques. La prise médicamenteuse de 12 à 24 mois, les symptômes extra-respiratoires comme généraux ou cutanés, neurologiques, rhumatismaux, urologiques, par l'hématurie ou le syndrome sec. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'examen physique? L'examen physique, on a deux situations. La situation aiguë, on va rechercher des signes de gravité immédiats.
Ici, la situation elle est chronique. On va chercher les signes respiratoires et extra-respiratoires. Dans les signes respiratoires, généralement, ils sont pauvres, mais souvent, il y a des fins crépitants. Aussi, on va rechercher des formes aiguës dans ces signes chroniques. Il y a des formes aiguës qui sont des signes de gravité ou des formes chroniques qui sont des signes de retentissement, qui sont l'hypocradisme digital, cyanose, HTAP. Dans les signes extra-respiratoires, commençons par les cutanés. On va se douter qu'on est dans le domaine des PID quand il y a un purpura, un érythème noueux, syndrome de Raynaud et lupus pernio. Les adénopathies, splénomégalie, bandelettes urinaires. Les myalgies, synovites, arthralgie, arthrite. Les signes neurologiques et aussi les anomalies oculaires, l'œil rouge et la baisse de l'acuité visuelle. Aussi le syndrome sec comme on a vu tout à l'heure. Les orientations étiologiques d'une PID aiguë, il y a 4 étiologies principales. Il y a infectieuse, cardiogénique, SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë, et exacerbation d'une PID chronique connue. Détaillons un peu. Les étiologies infectieuses. Par exemple, les pneumopathies aiguës communautaires graves causées par les pneumocoques, ou les légionelles, ou le mycoplasme, grippe, Covid-19, bicamiliaire ou pneumocytose. Le diagnostic ici repose sur le comptage, sur l'immunodépression, sur les hémocultures, antigénurie, les antigènes dans les urines, BK et test antigénique et LBA, lavage broncho-alvéolaire. Si les étiologies sont cardiogéniques, on va penser à l'œdème aigu pulmonaire, l'IDM, les valvulopathies mitrales. Le diagnostic repose sur le CG, l'échocardiographie et les pro-BNP. En ce qui concerne SDRA, l'œdème pulmonaire qui est dilésionnel ou bien une agression exogène ou endogène, son diagnostic repose sur la gazométrie, les hémocultures, le CG, l'échocardiographie et pro-BNP. Ou bien la quatrième étiologie, c'est l'exacerbation d'une PID chronique connue. Il peut s'agir d'une PID chronique, une pneumopathie interstitielle diffuse chronique, et qui se manifeste par une exacerbation, donc va être classée dans une PID aiguë. Maintenant, on parlera la PID aiguë, c'est une urgence thérapeutique. On va parler de la stratégie thérapeutique de cette pathologie qui est la PID aiguë. L'oxygénothérapie, les antipyrétiques, l'assistance respiratoire. Ici, le tableau de CIDRA, on doit transférer le malade en unité de soins intensifs. S'il y a fièvre, il faut suivre une antibiothérapie probabiliste à large spectre. Si le tableau est radioclinique évocateur de tuberculose, envisager traitement antituberculeux sans preuve bactériologique, sans attendre, c'est-à-dire une preuve bactériologique. Ici, on suspecte une insuffisance cardiaque, on utilise des diurétiques. Il faut arrêter immédiatement toute exposition toxique et réaliser une prise en charge d'une éventuelle maladie sous-jacente. L'orientation diagnostique d'une PID chronique. On parle maintenant de la PID chronique. Elle repose sur l'interrogatoire et sur l'examen physique respiratoire et extra-respiratoire plus la TDM. L'orientation étiologique, ça dépend du profil des TDM. On doit analyser les lésions et la caractérisation des lésions prédominantes, la topographie des lésions, la présence de lésions associées. Tous ces critères vont déterminer le profil TDM de la maladie. L'EFR, comme on a vu dans la leçon précédente, plétismographie, la capacité pulmonaire totale est inférieure à 80% de la valeur théorique. La CV, qui est la capacité vitale, a une valeur pronostique seulement. Capacité vitale, c'est le volume maximal d'air qu'une personne peut expirer après une expiration profonde. Il va manifester un syndrome restrictif. La DLCO, qui utilise le traceur monoxyde de carbone, va montrer un trouble de diffusion qui représente un bloc alvéolo-capillaire. L'hypoxémie, elle est témoin de l'intensité du bloc alvéolo-capillaire. Ici, il y a hypoventilation alvéolaire qui est d'ailleurs tardive
elle est témoin d'une atteinte très sévère. TM6, c'est le test de marche de 6 minutes. Il va prouver la désaturation à l'effort et troubles de diffusion. Aussi l'échocardiographie cardiaque à la recherche d'une HTAP. Pour le bilan biologique, l'NFS et la CRP vont montrer un syndrome inflammatoire biologique. La formule sanguine, elle va montrer une hyperiosinophilie et une lymphopénie. La BNP va prouver l'insuffisance cardiaque. La créatininémie va prouver l'insuffisance rénale. Le dosage des précipitines sériques concerne les pneumopathies d'hypersensibilité. Le CA, qui est l'enzyme de conversion en angiotensine, et la calcémie et la calciurie concernent la sarcoïdose, quand on se doute d'une sarcoïdose, l'ANCA en ce qui concerne les vascularites, et aussi le facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP, anticorps antinucléaires, anticorps anti-ADN. Tous ces facteurs vont concerner les connectivites. Le lavage bronchio-alvéolaire, LBA, c'est une injection de 50 à 250 ml de liquide physiologique stérile à 37 degrés, la température du corps. On va récupérer plutôt le liquide pour faire l'analyse cytologique et l'examen bactériologique standard, ainsi que l'examen virologique et mycologique. L'examen mycologique, la réalisation d'un antigène aspergillaire. L'examen parasitologique, la recherche de pneumocystis par coloration, gomorie, grocotte, et immunofluorescence. La certitude diagnostique si présence de cellules malignes ou d'agents pathogènes infectieux. Quelle est l'apport histologique dans l'épide? Premièrement, l'histologie, elle est impliquée, donc on l'utilise dans moins de 15% d'épides chroniques. La fibroscopie bronchique va montrer la sarcoïdose, la lymphangite carcinomateuse, et la biopsie transbronchique, si on se doute d'une sarcoïdose, la même chose, sarcoïdose, lymphangite carcinomateuse, ou pneumonie organisée ou miliaire tuberculeuse. Donc chaque type de maladie a ses propres méthodes d'investigation. La ponction écho-guidée des adénopathies médiastinales par voie endoscopique, aussi pour la recherche de sarcoïdose, lymphangite carcinomateuse, tuberculose ganglionnaire. La biopsie pulmonaire chirurgicale, vidéothoracique, c'est au dernier recours, après discussion multidisciplinaire, si impact sur la prise en charge et si le patient peut supporter cette chirurgie, bien sûr. La biopsie extrathoracique, c'est-à-dire en dehors du thorax, les affections systémiques, elle peut concerner les sarcoïdoses, les myosites, les vascularites et les glandes salivaires. La procédure générale du diagnostic, elle repose sur la synthèse, qui est la première étape, qui consiste, la synthèse plutôt, elle consiste en plusieurs étapes. La première étape qui consiste à l'interrogatoire, dans lequel on va recueillir toutes les informations sur les expositions possibles et les antécédents du patient et les regrouper. Aussi, la clinique, elle va rechercher des signes spécifiques qui pourraient orienter vers un diagnostic précis. L'imagerie TDM, pour obtenir des images détaillées des poumons. La biologie sanguine, recherche des marqueurs de la maladie. Donc, les 4 piliers ici de la première étape, c'est l'interrogatoire, la clinique, l'imagerie et la biologie. Le résultat, si le diagnostic est établi, on s'arrête et on prend en charge le malade. Sinon, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante est représentée par le diagnostic minimum différentiel. On va faire d'autres examens plus spécialisés et plus invasifs. La fibroscopie bronchique, l'LBA, biopsie bronchique, particulièrement si sarcoïdose ou lymphangite carcinomateuse sont suspectes. Si le résultat est positif, c'est-à-dire le diagnostic est établi, on s'arrête et on va prendre en charge le malade. Sinon, on va passer à l'étape suivante, qui est fonctionnelle du scanner. Ça dépend du résultat du scanner, qui c'est lui qui va orienter les démarches. On va réaliser de nouvelles biopsies selon les images TDM et selon les hypothèses diagnostiques restantes. La biopsie transbronchique, la biopsie des ganglions lymphatiques médiastinaux, ou on dit adénopathie médiastinale quand elles sont malades, et aussi la biopsie pulmonaire vidéochirurgicale, comme on a dit tout à l'heure, dernière option. Quels sont les types de PID? J'ai essayé de classifier les maladies de PID qui étaient en tableau très chargé. J'ai essayé d'un peu simplifier les choses. On a les PID idiopathiques. Les PID, voilà. Les PID idiopathiques, on a fibrose pulmonaire
idiopathique et fibroélastose pleuroparenchymateuse. Ces deux types-là sont idiopathiques. Elles concernent la fibrose. La première, elle est isolée, la fibrose, la deuxième avec l'élastose. Aussi, dans l'idiopathique, il y a pneumopathie interstitielle, qui sont pneumopathie interstitielle aiguë, pneumopathie interstitielle idiopathique, ou pneumopathie interstitielle desquamative, ou pneumopathie interstitielle lymphocytaire. On ne va pas apprendre par cœur, mais quand on voit les mots, on se souviendra, Inch'Allah, dans l'examen. Pneumopathie organisée cryptogénétique, PID avec bronchiolite respiratoire, et PID inclassable. Ce sont tous des PID idiopathiques. Remarque, la connectivite, elle concerne 20%, ce sont des maladies qu'on va voir par la suite. Les connectivites représentent 20% des PID, de tous les types de PID, sarcoïdose aussi 20%, pneumopathie d'hypersensibilité 20%, fibrose pulmonaire idiopathique 20%, pneumoconiose 10%. Toutes les autres PID elles représentent seulement 10%. Les types de PID qui sont auto-immunes. Il y a PID, c'est une faute ici, PID avec manifestation auto-immune et vascularite en cas, les maladies du système qu'on a vu pendant notre cours, notre cycle d'études, on a vu les maladies systémiques auto-immunes. Et on a dit PID avec manifestation auto-immune, vascularite en cas, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique, polyarthrite rhumatoïde, polymyosite et dermatomyosite qu'on a vu dans le module de neurologie, syndrome de Gougerot-Sjogren, connectivite mixte et autres connectivites. Les autres types, il y a le troisième type ici, granulomatose et histiocytose. On a de sarcoïdose, l'histiocytose pulmonaire à cellules de Langerhans et autres granulomatoses. Dernier type de PID, l'avant-dernier, il y a pneumopathie d'hypersensibilité, elle est classée toute seule, et les autres PID qui n'ont pas un nom cette catégorie n'a pas un nom, mais on va dire PID associé à des expositions médicamenteuses ou professionnelles, pneumopathie éosinophile et lymphangiolémyomyatose et autres PID rares. Bon, je sais que j'ai parlé trop vite, mais ce n'est pas un cours qui est très difficile, seulement il faut répéter le revoir pour apprendre quelques termes, c'est tout. Merci pour votre attention et pour la prochaine leçon, Inch'Allah.